Chers élèves, bienvenue dans cette séance numéro 2 qui s'inscrit toujours dans le module numéro 1 qui se fixe comme objectif d'étudier un roman à vocation autobiographique, notamment La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Cette séance sera consacrée à l'analyse de l'incipit du roman. Notre objectif étant de comprendre les enjeux de l'écriture autobiographique et de reconnaître la fonction de l'incipit dans le roman. En parlant d'incipit, on va d'abord essayer de le définir. L'incipit désigne les premiers mots, les premières lignes, les premiers paragraphes ou les premières pages d'une œuvre littéraire. L'incipit a beaucoup de fonctions. On va en retenir 4. L'incipit doit d'abord présenter les personnages du récit, leurs portraits, leurs relations, etc. Un incipit doit permettre également à l'auteur d'installer le cadre spatio-temporel dans lequel les événements vont se dérouler. L'incipit doit également attirer le lecteur, susciter sa curiosité et l'intéresser, sinon le charmer aussi. Enfin, un incipit doit définir dès le départ les codes de lecture, concernant bien sûr le genre, le narrateur, la tonalité dominante, etc. Alors l'incipit défini, on va essayer de voir aujourd'hui, est-ce que l'incipit de la boîte à merveilles répond à ces normes et ces fonctions qu'on vient de citer. Essayons de lire d'abord ensemble ce texte. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bonjoins emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre de 2e étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des youyous. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid
école coranique située à 2 pas de la maison, les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les Jnouns, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis, avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les Jnouns me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais le rire, comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette, avec un accent de désespoir. Comme on a l'habitude de faire, on va commencer d'abord par identifier ce texte. Il s'agit d'un passage extrait de la boîte à merveilles, plus précisément des pages 3 et 4. Ce passage appartient au genre du roman autobiographique. La typologie dominante est à la fois narrative et descriptive. La tonalité est apparemment lyrique, vous l'avez constaté, et elle est quelque peu pathétique également. Enfin, pour la situation du texte, nous sommes encore au niveau du début du roman, donc il s'agit du texte d'ouverture ou de l'incipit, comme on l'a dit. Notre analyse va tourner autour de 2 axes de lecture différents. Le premier axe, c'est l'état d'âme du narrateur-personnage. Et le deuxième axe tournera autour de la présentation du lieu d'habitation, à savoir la maison de Dar Shuwafa. Généralement, les récits autobiographiques commencent par la naissance du personnage narrateur ou par la présentation de sa famille. Mais dans le cas de la boîte à merveilles, l'enfance est plutôt évoquée sur le mode négatif de la solitude et de la souffrance. Le roman commence par le mot « soir ». Ce mot est à prendre dans 2 sens différents. Le soir, c'est d'abord le moment de la fin de la journée. C'est un moment de quiétude, de calme, de tranquillité, de réflexion et d'autocritique, pendant lequel on porte un regard sur la journée qui vient de s'écouler. Mais le mot soir peut aussi, dans un sens métaphorique, être pris dans le sens de la fin de la vie. On dit d'ailleurs, il est dans le soir de sa vie, c'est-à-dire dans un âge avancé. À ce moment de sa vie, on a tendance également à porter un regard rétrospectif sur l'ensemble de sa vie ou sur une partie de sa vie, d'où le rapport qu'il faut mettre ici entre le mot soir et l'enjeu de l'écriture autobiographique d'Ahmed Sfraoui. La première personne est également très présente dans ce début de roman. D'ailleurs, la forme emphatique « moi, je ne dors pas » est très significative. Qu'est-ce que c'est que d'abord une forme emphatique ou une phrase emphatique? La phrase emphatique, c'est la phrase dans laquelle on met en valeur un élément important en l'isolant du reste de la phrase par apposition, par exemple, soit au début de la phrase, soit à la fin de la phrase, et on l'isole au moyen d'une virgule à l'écrit et au moyen d'une pause à l'oral. L'élément mis en emphase ici, c'est le « moi ». Et bien sûr, quand on parle d'autobiographie, les choses sont claires. Le « moi » est à l'honneur au début du roman. D'où donc l'enjeu de l'écriture autobiographique ici, mais également la tonalité lyrique qu'il faut prendre en considération, puisqu'elle se rattache également
à la première personne je. Pour le système temporel, les verbes dans les premiers paragraphes, les deux premiers surtout, sont conjugués au présent. Je ne dors pas, je songe à ma solitude, j'en sens tout le poids. Et ce présent est un présent d'énonciation qui réfère plutôt au moment de l'écriture. On parle de 1952, Ahmed Sfrioui a 37 ans. Contrairement à cela, les deux derniers paragraphes du texte contiennent des verbes qui sont conjugués à l'imparfait. J'entendais, je distinguais, je ne comprenais rien. Et ce temps de l'imparfait renvoie au moment des événements racontés. Et là, nous sommes en 1921. Sidi Mohamed a 6 ans. Donc, nous sommes face à un va-et-vient entre un narrateur adulte et un narrateur enfant. Cette double énonciation est significative et représentative de l'écriture autobiographique. Il ne faut pas la perdre de vue. Le jeu donc du début du roman renvoie à un narrateur adulte qui se sert du sentiment de solitude pour déclencher le récit proprement dit. Il dit par exemple « Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. » Sauf que pour passer du présent au passé, pour faire le travail de rétrospection, pour effectuer ce voyage dans le temps, le narrateur a besoin d'une transition. Il a besoin de bâtir un pont entre son vécu présent et les souvenirs de son passé lointain. Cette transition a été double. D'abord, la figure de la litote. Quand je dis litote, je parle d'une figure de style qui dit le moins pour signifier le plus, ce qu'on appelle communément la double négation. La litote utilisée par le narrateur ici, c'est « ma solitude ne date pas d'hier ». Ne date pas d'hier, ça veut dire qu'elle est très ancienne et qu'elle remonte à l'enfance. La deuxième transition utilisée par le narrateur pour aller vers son passé, c'est l'expression du souvenir. Ceci passe par l'évocation du souvenir d'un petit enfant de 6 ans qui dresse un piège pour tenter d'attraper un oiseau. Le souvenir ici est évoqué grâce à un verbe de perception, qui est le verbe voir, qu'il ne faut pas aussi prendre dans un sens plutôt propre, mais dans un sens figuré. C'est-à-dire, on ne voit pas ici par les yeux, on se représente par l'imagination et par la mémoire. Nous avons donc d'un côté un narrateur adulte qui a 37 ans, comme on a dit, qui le soir ne dort pas, qui songe à sa solitude et qui en sent tout le poids. Donc nous sommes devant une configuration d'insomnie, de tristesse, de solitude. Et de l'autre côté, nous avons un narrateur enfant dont nous a parlé le narrateur adulte dans une forme d'enchâssement, de mise en abîme, puisque c'est lui qui commence le récit et c'est l'enfant qui va le finir. Nous avons une forme de récit à l'intérieur de récit. Eh bien, cet enfant, le soir aussi, il rentre le cœur gros, les yeux rougis, balançant au bout de son bras son petit piège en fil de cuivre. Est-ce que ça a changé? Eh bien, non. Nous sommes toujours dans la configuration de la déception, de la tristesse et de la solitude. Ceci dit, entre l'âge de l'enfance, c'est-à-dire de l'histoire, et l'âge adulte, le temps de l'écriture, rien n'a changé dans la situation du narrateur.
La solitude et la tristesse dont il a souffert dans son enfance l'ont accompagné durant toute sa vie. On peut voir cela d'ailleurs à travers le champ lexical de la souffrance. Je ne dors pas, je songe à ma solitude, j'en sens tout le poids, le cœur gros, les yeux rougis, etc. Ceci, bien sûr, justifie le recours à l'écriture autobiographique, puisque c'est le seul moyen pour Ahmed Sfriwi de comprendre d'abord la raison de sa solitude, de l'égayer par la suite et surtout de pouvoir la surmonter. Abordons maintenant le deuxième axe de notre analyse, la présentation du lieu d'habitation. Les événements se déroulent dans la maison de Dar Chouafa, une habitation collective, ce qu'on appelle le riad. Ce sont des maisons à ciel ouvert qu'on retrouve dans les cités impériales comme Fès, Marrakech, etc. C'est une habitation construite selon une architecture très particulière qui la transforme en un espace ouvert et hautement symbolique. Essayons de découvrir de l'intérieur cette fois cette maison dans laquelle va se dérouler le récit. Dar Chouafa, ou la maison de la voyante, se compose de 2 étages et d'un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est occupé par Lalla Kenza, la voyante, qui est la principale locataire de cette maison. Elle occupe 2 pièces. La première pièce pour vivre et la seconde pour recevoir les femmes qui viennent des quartiers éloignés pour la consulter. Le premier étage est occupé par Driss Al-Ouad, sa femme Rahma et leur fille Zineb. Ils occupent une seule pièce. Le deuxième étage est partagé entre 2 familles. La famille du narrateur, Ma'alem Abdeslam, sa femme Lalla Zoubida et leur enfant Sidi Mohamed qui occupent une pièce. Et dans le vis-à-vis, il y a Allal le jardinier et sa femme Fatma al-Bziouia qui occupe une pièce également. Donc c'est dans cette atmosphère que vont se dérouler les événements de ce roman. Il s'agit donc d'un lieu de résidence collectif qui s'ouvre sur un patio commun et tout le monde peut voir tout le monde peut écouter tout le monde et les paroles traversent facilement les murs. Cette construction s'organise à la manière d'une halqa, c'est-à-dire ce spectacle que l'on donne dans des places publiques à l'image de la place Jam' al-Fna à Marrakech, c'est-à-dire une disposition circulaire, ouverte, qui permet au jeune héros de recueillir sans bouger de sa place, à partir de chez lui, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de son récit. Et j'imagine mal comment Sidi Mohamed aurait pu nous raconter tous ces petits détails s'il occupait avec sa famille, par exemple, le rez-de-chaussée. Prenons par exemple la séance de musique et de danse nègre pour illustrer notre propos. Lors de ces séances données par la voyante, et depuis sa loge au 2e étage, le narrateur fait appel à tous les sens pour nous décrire cette scène fantasmagorique et extravagante. D'abord, le sens visuel est mobilisé lorsqu'il nous dit « Je distinguais à travers les aromates les silhouettes gesticulées ». La sensation auditive est également présente lorsqu'il nous dit « J'entendais les youyous ». Il y a également le sens olfactif dans la phrase suivante « L'odeur du benjoin et de l'encens m'enivrait ». Et puis à la fin, le sens tactile, lui aussi, est présent. Écoutez cette phrase
je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. Alors, l'emplacement stratégique de la chambre du narrateur et de sa famille, au deuxième étage, lui permet d'avoir un regard global, un regard indiscret sur l'ensemble de la maison. Il est pratiquement au courant de tout ce qui se passe dans la maison de Dar Chouafa. D'abord, il assiste au rituel de la voyante et ses pratiques un peu sorcières dans le rez-de-chaussée. Il assiste également au réveil de la maison et aux salutations des femmes. Il connaît un peu l'état de tous les ménages, il connaît les ennuis matériels de chacun, et puis surtout, il écoute toutes les conversations, toutes les discussions entre les femmes, et il connaît leurs petits secrets. Enfin, la présentation du lieu d'habitation est accompagnée d'un ensemble de mots d'origine arabe, puisés dans le dialecte local. Pourquoi l'auteur utilise ces mots en arabe? Eh bien, tout simplement pour ancrer son récit dans un contexte purement marocain et surtout pour dépayser le lecteur francophone. On peut relever les mots chouafa, gnawa, gembri, msid et jnoun, par exemple. Alors, pour résumer tout ceci en guise de synthèse, nous allons dire que l'incipit de la boîte à merveilles fournit au lecteur toutes les informations qui vont l'aider à mieux comprendre le texte et à mieux s'interroger aussi sur la manière dont il faut entrer en matière dans cette œuvre. D'abord, il nous renseigne sur les personnages, sur le lieu dans lequel vont se passer les événements. Il nous indique aussi la tonalité qui va dominer l'œuvre, à savoir la tonalité lyrique. Il nous donne aussi le caractère du personnage principal, Sidi Mohammed, et le sentiment de solitude dont il souffre. Il y a aussi l'apparition de deux voix. C'est très important. Dès le début du roman, on fait la différence entre les deux voix. Celle qui relate les faits antérieurs et celle qui les commente au moment de l'écriture. Et surtout, cet incipit nous offre aussi des horizons d'attente, puisqu'on se pose des questions suite à la lecture de ce texte. Le héros, par exemple, resterait-il ainsi? Ou chercherait-il à créer un autre monde pour se sentir moins seul? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette séance. J'espère que vous avez pu en profiter pleinement. En attendant de vous voir dans une séance prochaine, je vous souhaite bon courage.